Salut chers auditeurs et bienvenue sur UPA qui est une émission que vous aimez et vous avez l'habitude d'écouter en podcast sur les plateformes dédiées mais aussi en radio, dans les stations de radio à Kinshasa. Aujourd'hui, on reçoit un des artistes importants, en tout cas du continent africain, mais surtout un fils du pays. Il s'appelle Keïcha. Donc, je vais, je vais lui laisser s'introduire en fait. Et ensemble, on va essayer un peu de partager son profil. Et puis, il va me compléter si je suis un peu à côté. Salut Keïcha. Salut, comment ça va? Je vais très bien. En Merci forme? de m'accueillir. Ben, c'est un plaisir et un honneur de t'avoir dans ce podcast. Dans l'objectif, je dois rappeler et justement de reconstituer un peu l'histoire de la culture urbaine en RDC, puisque vous êtes congolais à la base. Vous êtes un artiste important à l'échelle internationale, déjà il faut le signaler, grâce à votre style unique mélangeant le kizomba, le zouk, même d'autres styles africains, mais avec un peu de R&B contemporain, du hip-hop et de l'électro. Donc, vous êtes un peu un artiste hybride, mais un producteur aussi, on doit le signaler. Moi, je m'en vais tout de suite te poser la question, Keïcha. Quel est, en fait, on va aller sur tes récompenses, on viendra. Quel est ton rapport avec la culture urbaine, le hip-hop en l'occurrence? Ah ben moi, je suis un enfant du hip-hop. Donc, je suis né à Kinshasa et à l'âge de 7 ans, je suis arrivé à Paris. Et donc, à Paris, au début, donc en 1980, à Paris, il y avait finalement, il n'y avait pas encore le hip-hop de la façon, enfin, médiatiquement. Il existait déjà, mais il n'était pas médiatisé comme aujourd'hui. Et donc, moi, à la base... Pardon, je te coupe. Vous êtes arrivé, toi et ta famille, c'est-à-dire tes parents, vous déménagez ensemble avec tes parents, je pense, en 1981, c'est ça? 80. On part... donc, papa est muté à Paris, il devient ambassadeur du Zaïre à Paris. Du Zaïre? Oui, à l'époque, c'était le Zaïre. Et donc nous, on commence la scolarité là-bas. Et donc, à la télé, c'est la pop. C'est plus la pop, Europop, Pet Shop Boys, Duran, etc. Et donc, moi, au départ, c'est cette musique-là que j'écoute, puisque c'est celle qui passe à la télé. Et je crois que c'est vers 1980. Alors, donc, au début, moi, je veux juste être beatmaker. À la base, je veux juste faire du son au début. Donc, je suis influencé de Jean-Michel Jarre jusqu'à... Ton clavier et tout ça. Ouais, tu vois. Donc, à 7 ans, j'ai mon premier clavier. Et donc, je veux juste faire du son. Et donc, je veux faire du Jean-Michel Jarre, je veux faire du Pet Shop Boys, je veux faire du Kraftwerk, je veux faire de la house, je veux faire du son. Et je crois que c'est vers 1985 ou 86 que je vais au Virgin Megastore sur les Champs et que je découvre, je sais pas si c'est le Virgin Megastore ou un autre magasin, mais anyway. Donc, j'écoutais un peu de tout, du zouk, de la rumba cubaine, de la musique congolaise, of course, de la pop, du R&B, beaucoup de R&B américain et beaucoup de disco aussi. Et je voulais vraiment faire du son. Et je crois qu'en 1985 ou 86, j'achète ma première cassette de rap, qui est l'album License to Ill de Beastie Boys. Et je crois que ce jour-là ou la semaine d'après, j'achète aussi Public Enemy, Take a Nation of Millions to Hold Us Back. Et ça, c'est ma découverte vraiment du rap. Et là, je rentre complètement dedans. Et tous les étés, on rentre à Kin.
Et chaque fois qu'on rentre à Keene, bah, je rentre avec mes cassettes, donc j'écoute du rap, j'écoute Teddy Riley avec Guy, Bobby Brown, et donc, mais à l'époque, je suis vraiment un beatmaker, même si j'écris des petits raps dans mon cahier, mais j'ai pas du tout le courage de me présenter sur scène. Et c'est ma sœur Ekomba qui elle est plus euh, qui veut plus être mise en avant, être sur scène, rapper, etc. Et donc je décide de devenir son beatmaker. Donc je lui fais des instrus pour qu'elle aille faire des concerts. Et puis elle m'entraîne un peu quand on a vers 14-15 ans. Donc ça c'était avant les émeutes. Comme notre mère était la propriétaire et la créatrice du club, comment s'appelait ce club? Escape, je crois. Comment s'appelait ce? Akin. À Kinshasa ou à Kinshasa, ouais. Vers. Oh, je me rappelle plus le nom du club. Je crois que c'est. Non. Si tu me situes l'endroit, je peux trouver un nom. C'était vers Binza. Hein. C'était un grand club. Ah. Ok. Ben là, moi, je suis un peu. Je peux l'appeler pour lui demander, mais bon. Ouais. Et donc, elle a eu 2 clubs. Elle a eu un plus petit après au rond-point Forestcom qui s'appelait Essika. Et avant, elle en avait un autre plus grand. J'oublie le nom. Et donc, nous, on rentrait juste en vacances et donc on se retrouvait Binza, donc les barbecues, les trucs, etc. Et on faisait justement beaucoup de. Bon, les gens savaient qu'on rappait, mais tu sais, à cette époque-là, personne ne se prenait au sérieux. C'est là aussi. Formel aussi. Voilà, c'est là aussi qu'on rencontre Tony Sad quand on fait l'émission de Général Funk. Et donc, c'est là voilà, c'est là que pour la première fois, donc moi, je me rappelle, j'avais des dreadlocks et tout. Et donc, c'est là pour la première fois qu'on fait un show. Mais bon, on n'est pas pris au sérieux et nous-mêmes, on ne se prend pas au sérieux. C'est vraiment un truc, voilà, quand on est en vacances, etc. Et quand c'est un hobby. Voilà, c'est vraiment un hobby. Et de toute façon, pour les parents, si c'était pas un hobby, c'était même pas la peine de penser à autre chose. Donc, on était vraiment dans les études à fond. Donc, à 17 ans. Tu me permets de te couper? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, voilà, tu sais, l'émission est un peu focalisée sur Keene. Bien sûr. Mais cela n'empêche pas qu'on va parler aussi de ton parcours en dehors du pays. Tu as souligné un truc important. Tu disais que vous rentriez souvent à Kinshasa pour des vacances. Et là, tu as évoqué Tony Sad, tu as évoqué Funky. Mais en fait, tu as également ta sœur, Ikomba, que moi, j'ai découvert dans les années 80, pardon, 90, quand j'étais à Kinshasa. C'est quoi le mood, en fait, du mouvement hip-hop à Kinshasa quand vous faites des allers-retours? Franchement, je vais te dire que on n'en avait aucune idée. Parce que nous, on était dans les hauteurs à Binza et le hip-hop, c'était plus une passion pour tout le monde, en fait. Et donc, nous, très tôt, on s'est focalisé sur là où on habitait, qui était la France, où le hip-hop était vraiment dans ses balbutiements avec l'émission HIP, HOP de Sydney, avec les débuts du rap français. Donc, nous, quand on rentrait au début, vers 14, 15, 16 ans, à Keene, on n'était pas vraiment... tu sais, quand tu es un enfant de grande famille, de toute façon, tu ne te balades pas... un peu partout, dans Keene pour de vrai, en fait. Tu es dans un circuit très privilégié, très protégé. Tu marches avec des gardes du corps, tu marches avec des gens armés. À l'époque, tu as des chauffeurs, des gardes du corps, etc. Donc, c'est un peu, quelque part, tu as envie de faire partie du mouvement, mais d'une certaine façon, le fait que tu viennes de la haute société t'empêche un peu de rentrer les mains dans le cambouis, en fait. Donc, tu survoles un peu, en fait, et donc,
de temps en temps, tu rencontres des gens, de temps en temps, tu entends parler de certains groupes, mais non seulement tu es un... Comme quel nom, si tu as des noms qui te passent un Euh, peu par tout de suite Tony, dans la tête. Tony Sad, c'est celui qu'on a vraiment rencontré sur place. Et puis quand on a fait les Lui, il était émissions, plus avec toi. voilà, oui, pas tant que ça, mais oui, les Fatima, on entendait d'autres noms, mais on était vraiment, on venait en dehors, on restait vraiment sur les hauteurs. Nous, on était à Mbinza, le seul endroit où on allait, je crois que c'était l'Intercontinental pour aller à la boîte, l'atmosphère, mais à l'époque encore, on n'était pas vraiment dans ce truc. C'est juste que effectivement, on était déjà un peu des enfants différents, puisque contrairement, je me rappelle à l'époque, par exemple, Molendo Sakombi, lui s'habillait déjà costard, tout ça, alors que nous, on était là en jean déchiré, il nous regardait, mais comment vous habillez? Ah, nous, on est cool, vous êtes pas cool, tu vois. C'était plus ce truc-là, et puis comme on était vraiment, on commençait à rentrer dans le mouvement hip-hop de Paris, et on regardait, on avait la chance d'avoir le câble, donc on regardait MTV Raps, donc on s'habillait comme les Américains. Et donc, quand papa allait aux Nations Unies à New York, on faisait des listes de trucs qui coûtaient genre 200, tu vois, ça coûtait 200 € à Paris, mais là-bas, à New York, ça coûtait $20. Donc quand on disait, on veut un starter, à Paris, ils vendaient ça 300 €, mais au States, ça coûtait $30. Donc, papa, il en ramenait 20. Donc, d'un seul coup, on avait des vêtements que personne n'avait à Paris. Et donc, on était vraiment, on était dedans, quoi, tu vois, mais personne ne nous prenait au sérieux. Du côté de la street, on nous prenait pas au sérieux parce qu'on habitait dans les beaux quartiers à Paris. Et à Kinshasa, quand on était à Kinshasa, on était en vacances, on n'était pas vraiment inséré dans la culture populaire, entre guillemets, parce que de toute façon, on n'avait même pas le droit d'aller dans certains endroits, en fait. Ouais. Mais moi, je te posais une question en parlant, en t'écoutant. Ça me pousse à te poser une question parce qu'il y a des gens. Quand je dis des gens, c'est des acteurs de ce mouvement, des artistes, des producteurs, beaucoup de gens que tu peux connaître aussi, qui disent, en fait, il y a un débat selon laquelle la culture urbaine au Zaïre à l'époque était quelque chose qui a été importé par la diaspora, mais aussi par les gosses d'une certaine classe, voilà, classe supérieure. C'est quoi ton avis par rapport à ça, étant donné que tu viens de cette classe? J'ai écouté attentivement cette conversation que vous avez avec Tony Sad là-dessus, et moi, je peux que donner mon point de vue, et je pense que c'est un peu des deux. Je pense qu'effectivement, ceux qui avaient la possibilité, parce que n'oublions pas quelque chose, restons logiques en fait dans la conversation. On parle d'une époque où il n'y avait pas Internet. On parle d'une époque où il n'y avait pas de téléphone portable. Donc on parle d'une époque où, moi je me rappelle très bien, quand j'allais en vacances et que je voulais envoyer un message, une lettre à ma copine qui était aux Antilles à l'époque, il fallait envoyer une lettre sur papier et ça arrivait 2 semaines après. C'est cette époque-là. Une correspondance. Donc, on parlait de correspondance, on parlait de courrier, pigeon voyageur, Bani Dimani. Donc, à cette époque-là, la musique ne pouvait se déplacer qu'avec les valises des gens. Donc, moi, par exemple, forcément, ceux qui étaient DJ, et à l'époque d'ailleurs, ce sont les DJ qui faisaient la culture. Donc, c'est quand tu allais en discothèque que les DJ te faisaient découvrir la nouvelle musique. Donc, c'est comme disait Tony par rapport à son père, ceux qui avaient des discothèques, eux étaient sur le forefront de la musique. Ceux qui voyageaient aussi, ceux qui faisaient les allers-retours, venaient effectivement avec leurs cassettes et les prêtaient ou les donnaient faisaient des copies aux cousins. Et tout le monde aussi, effectivement, avait un cousin qui habitait en Europe et qui pouvait envoyer des trucs via les tantes. Et d'ailleurs, quand j'écoute la plupart des histoires des
j'écoutais un podcast récemment d'un ami à moi, Driver, avec une autre amie à moi, deux amis à moi, les Nubians, et elle racontait qu'elle-même, quand elle vivait au Tchad, c'était pareil en fait. Elles attendaient que les gens de l'extérieur ramènent la nouvelle musique. Parce qu'il n'y avait pas de magasin où tu pouvais acheter des disques, ou très peu en fait. Donc, c'est un peu normal que ce soit les gens finalement de la diaspora à l'époque qui ramenaient les nouveautés, mais ça ne veut pas dire que de toute façon, tout le monde, comme a dit Tony, tout le monde avait un cousin qui est à l'extérieur, puisque nous-mêmes, nous étions les cousins de l'extérieur. Donc moi, dès que je rentrais à Keene, mes cousins venaient me voir en me disant quels sont les nouveaux trucs. Et puis je venais avec des cassettes et des cassettes et des cassettes et des cassettes, tous les nouveaux trucs de rap, tous les nouveaux trucs de R&B, tous les nouveaux trucs de dance, j'avais tout. Et au début c'était des cassettes, puis après c'est devenu des CD. Donc je pense que les gens qui ont ce débat très souvent voient le passé avec les yeux du présent. C'est-à-dire en s'imaginant que, non, on pouvait s'envoyer des chansons par email comme aujourd'hui. Non, c'est pas comme ça. Seuls ceux qui voyageaient avaient la possibilité, ou alors ceux qui importaient, bien sûr. Il y avait des gens qui importaient, ou qui envoyaient des gens leur acheter des listes. Moi, je sais que ma mère, mes parents avaient une petite discothèque dans la parcelle. Et donc, ils avaient une collection de disques. Et chaque fois que soit ma mère voyageait, ou mon père voyageait, ou alors qu'ils avaient des gens à l'ambassade, ils envoyaient la liste des vinyles à acheter. Ils avaient des gens qui allaient leur acheter, qui leur ramenaient des trucs dans les valises. Donc, à l'époque, la musique ne voyageait que via l'avion, de toute façon. L'avion, le bateau, la route. Donc, quelque part, c'est un peu normal que ça soit les gens qui avaient la possibilité de voyager, donc pas forcément les gens fortunés, mais les gens qui avaient la possibilité de voyager par le travail ou par le fait qu'ils habitaient justement à l'extérieur. C'est normal que ce soit eux qui ramènent les toutes dernières nouveautés. Et nous-mêmes en France, on attendait les gens qui rentraient de New York pour ramener les nouveautés. Il y avait aussi des magasins de disques, c'était comme Sound Record, par exemple, à Châtelet. C'est là que tu entendais vraiment les derniers morceaux, puisque le patron allait toutes les semaines à New York ramener les nouveaux vêtements, les nouveaux disques. Et c'était pareil pour les vêtements. On allait dans des magasins spécifiques à Châtelet. Je me rappelle, il y avait 2 Togolais, 2 frères. Eux, ils allaient à New York tous les mois. Ils partaient, ils faisaient les stocks. Ils te ramenaient vraiment les dernières sapes, les nouveaux styles que tu avais vus dans les clips qui n'existaient pas en France. Donc, c'était normal qu'il n'y avait que les gens qui voyageaient qui pouvaient monter ces business, que ce soit pour les disques, que ce soit pour les vêtements. Et aujourd'hui où tu peux commander tout sur Amazon, les gens imaginent que non, la culture venait de l'intérieur, nous-mêmes on savait. Non, c'est pas comme ça. Il fallait bien que les disques ils viennent d'une façon ou d'une autre. Ouais. Non, on a bien compris ton explicative. Moi, je te pose une question encore. On est encore à Kinshasa. Entre vous, quand en fait, entre vous les enfants les enfants qui vivent dans des quartiers UP à Kinshasa, quand vous êtes là pour des vacances, en fait, est-ce qu'il n'y a pas une espèce en fait, comment ça se passe entre vous? Mais tu remarques quand même tu remarques pas en fait, est-ce qu'il y a, tu fais un remarque comme quoi entre vous, dans vos dynamiques, vous êtes vraiment dans le bain de la culture urbaine plutôt que les autres qui sont peut-être, même si tu as dit que tu fréquentais pas d'autres quartiers, mais tu sens quand même que vous êtes tous dans le même longueur d'onde. On est tous dans le R&B. Je dirais plus que le rap. On est plus dans en fait, on est plus dans la musique qui joue à Bruxelles. Ok, c'est quoi la musique? Casanova, Gap Band, Troop, Bobby Brown, Guy, les groupes de R&B de l'époque, et puis certains groupes de rap qui cartonnaient. C'est ça que
c'est ça que on ramenait avec nous quand on rentrait, puisque quand on avait tous 14, 15 ans, on était comme tous les gens de cet âge, férus de musique. Et donc, on écoutait aussi tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on découvrait en boîte. Après, on allait acheter les CD ou les cassettes. Et donc, quand tu faisais des longs vols à l'époque, quand tu faisais 8 heures de vol, il y avait pas de télé à l'époque dans les avions. Donc, tu mettais ton Walkman, tu vois, tu mettais ton Walkman et tu écoutais de la musique. Tu dormais ou tu écoutais de la musique. Donc, comme on voyageait assez souvent, à chaque fois, on ramenait un nombre de cassettes spécifiques et puis on écoutait vraiment, on prenait vraiment le temps d'écouter la musique parce que dans le monde d'aujourd'hui, le choix musical est illimité. Donc, les gens ne valorisent pas la musique comme il y a 20 ans. Il y a 20, 30 ans, la musique, c'était vraiment un échappatoire, en fait, à quelle que soit ta vie, en fait. Quel que soit si t'en as marre d'aller à l'école tous les jours, d'avoir froid, c'était la musique qui te faisait du bien. Donc, qui te consolait. Voilà, tes CD, chaque chanson représentait quelque chose. Moi, tu me fais écouter telle chanson de Albichour, je dis, ah, ça, c'est ma toute première copine en 92. Tu me fais écouter telle chanson, je dis, ah, ça, c'est mes premières baskets, quand je marchais dans la rue, me prenant pour un caïd, alors que j'étais dans le 16e. Tu vois, toutes ces choses-là, la musique, c'était vraiment la musique de l'époque. C'est-à-dire, de toute façon, les barbecues, les fêtes entre voisins, hein, puisque on venait tous, pour la plupart d'Europe, certains étaient sur place, mais quand on arrivait à Binz, à tous les voisins, c'était voilà, on avait chaque voisin, c'était une famille différente sur les hauteurs là, donc généralement chaque jour quelqu'un faisait un barbecue, donc tout le monde allait dans cette maison. Donc il y avait un gars qui était DJ, certains d'entre nous étaient DJ. Je me rappelle très bien de DJ Cool JP par exemple, qui était le fils à Mouli, je crois. Et voilà, donc il était DJ, donc il avait toute la musique parce que voilà, il allait aux States, il allait dans les magasins de disques de pointe à Bruxelles. Et donc, quand il arrivait à Keene, c'était lui le DJ de toutes les fêtes. Pareil, Richard Kabbalah, tous ces gens-là, comme ils avaient la musique, c'est eux qui venaient animer tous les barbecues. Et finalement, tu recréais un peu la même chose que les fêtes populaires, sauf que tu étais dans les quartiers UP. D'accord. Il y a aussi un nom qui revient souvent, je pense que c'est Bokele Oteti, qui est un ami de Richard. Apparemment, c'est quelqu'un qui a aussi un peu boosté ce mouvement à Kinshasa, entre autres avec le groupe Fatima. Mais on va peut-être y revenir. Maintenant, je te repose la question dans le même sens en Europe, en fait. Ce que je veux dire, c'est que quels sont les artistes d'origine africaine qui, en fait, qui prend le pas en Europe dans le mouvement hip-hop, que toi tu peux. D'origine africaine. Oui, on est en France ou en Belgique. En France et en Belgique, tout le monde. En France, tu avais Passy, Ministère Amer, qui est congolais de Brazza. Stomy Bugsy, capverdien. Tu as moi et ma sœur, congolais. Tu as Benji des Nègres Marrons, Brazzaville, Congo Brazza, et Jackie, Cap-Vert. Tu as les Arsenic, Lino et Calbo, congolais. Tu as les Deux Balles de Nègre, congolais. Tu as MC Solar, tchadien. MC Solar, tchadien. Sa sœur faisait du management. Tu as aussi beaucoup d'Africains du Nord, évidemment, mais le rap français, il a été popularisé par les Africains et aussi des Antillais. Mais parce que la culture en France, comme la France est un pays qui a voulu assimiler tous les ressortissants de ces anciennes colonies, et qui a donc fait déplacer pour pouvoir construire la France énormément de ressortissants des autres pays et les ont mis dans les différentes banlieues. Ce sont les enfants de tous ces immigrés
qui ont fait le mouvement hip-hop en France. C'est eux qui ont, à un moment, commencé à dire, ils ont commencé à écouter la musique américaine, et puis à un moment, ils ont commencé à le faire en français. Et en fait, vers le début des années 90, ça a vraiment commencé à devenir un mouvement, donc avec NTM, avec IAM à Marseille, avec voilà, Ministère Amer, Mafia Quinfri, tous ces différents groupes. Et moi, à l'époque, je voulais faire des instrus pour tout le monde. Donc, je commençais à être connu à l'époque comme un gars qui faisait des instrus. Et j'étais aussi connu parce que j'étais mieux habillé, puisque j'avais vraiment les derniers vêtements à chaque fois. Donc, on me regardait tout le temps. Mais lui, comment il est toujours habillé en Chicago Bulls, il a les Raiders, il a toujours les machins, il a les dernières chaussures, etc. Et en fait, à un moment, il a commencé à avoir des concours de rap en France avec Cut Killer et DJ Noise, DJ Abdel au platine. Et à Clichy, il a commencé à avoir des concours de rap. Et nous, on avait très peur d'y aller parce que déjà, on entendait dire que non, les gens n'aiment pas les gosses de riches à Paris. Et en plus, il y avait un seul rappeur qui rappait en anglais, en étant français. Et il s'appelait East, si je me rappelle bien, père son âme, il n'est plus de ce monde, mais il s'appelait East, je crois. Et quand lui rappait en anglais, il paraît que vraiment les gars disaient « Ouais, pour qui tu te prends? Pourquoi tu rappes en anglais? C'est quoi ton problème ?» Les gens le prenaient mal. Ouais, les gens le prenaient mal parce que, bon, ici, c'est la France, on rappe en français, etc. Et nous, vers 17-18 ans, nous, on parlait déjà anglais, français, lingala, espagnol, puisque on était dans des très bonnes écoles, donc on avait une facilité pour les langues. Mais également, pardon, je te coupe, tu as également beaucoup voyagé à cause du travail de papa, si je peux souligner. Et d'ailleurs, ça t'a valu un nom, je pense, on t'a baptisé World War Chico. World War Chico, l'enfant du monde. Et donc, c'est ça. Quelque part, on avait peur d'y aller. Ma sœur me disait tout le temps, viens, on va dans les concours de rap, on va leur montrer. Je disais, vraiment, je sais pas, moi, je sais pas si j'ai envie d'aller là-bas. J'avais vraiment pas le courage. Et puis, un jour, j'étais en vacances à Bruxelles. Donc, on était venu passer l'été. Je crois que je sais pas s'il y avait déjà eu les émeutes à Keene ou si, mais en tout cas, on avait passé les grandes vacances. Il y a eu deux séries des émeutes. Voilà, ouais. Donc, un, c'était en 91, si je me trompe pas, peut-être, et l'autre, c'était en 95. Donc, moi, je pense que c'est après les premières émeutes, puisque la boîte, c'était pas Escape, cette boîte. Ça m'énerve de pas me rappeler le nom. C'est pas grave. Les gens qui nous écoutent, ils vont sûrement se rappeler, parce que ça, on écoute. J'envoie un message à ma mère. J'envoie un message, j'envoie un WhatsApp à maman. Vas-y. Je rappelle entre-temps aux auditeurs que nous sommes sur UPA, qui est un podcast que vous pouvez retrouver justement dans les plateformes dédiées, mais également en radio à Kinshasa, notamment sur UFM, qui est une radio urbaine à Kinshasa. J'ai fait un big up à Jomo Pondo et Mombi. Mais bien sûr. donc, je te disais, en fait, on est en 92, et donc on passe les vacances à Waterloo. Et à Waterloo, en fait, à Paris, on n'était pas dans la communauté congolaise, nous. On était vraiment mélangés à Paris. Paris était très cosmopolite puisque la France avait tellement de colonies de toute l'Afrique, de l'Ouest jusqu'au centre, que en vérité, les différentes diasporas en France sont très mélangées. Et donc, quand tu les Antilles. Voilà, donc tu as des Antillais, des Marocains, Tunisiens, Algériens, puis Sénégal, Tchad, etc. Donc tu as vraiment du nord, du nord jusqu'au sud-ouest, jusqu'au centre.
jusqu'à la RCA, tu as vraiment toutes les anciennes colonies françaises qui sont représentées. Donc, en France, on se voyait pas comme antillais ou africains ou sénégalais. On était juste les gens qui aiment le dancehall, les gens qui aiment le rap, les gens qui aiment le R&B ou les autres. Donc, tous les gens qui aimaient le hip-hop et le R&B étaient tous mélangés, en fait. Alors qu'en Belgique, toute personne, je veux dire 98% des Noirs qui étaient en Belgique étaient des Congolais. Donc, quand on arrivait en Belgique, c'est là qu'on retrouvait tous les jeunes de Keene, en fait. Tous ceux avec qui on avait grandi à Keene, donc on les retrouvait en vacances. Et donc, tout le monde allait dans des boîtes comme l'Écume des Nuits, la plupart du temps. Et c'est là que tu écoutais du R&B, du hip-hop. Et un jour, donc, mes deux cousins, Olivier Malonga et Yale Seti, décident qu'ils vont faire un concours de beauté. Donc, mon cousin Yale est donc le mari de la sœur de Tony Sad, pour que vous compreniez que c'est la famille. Et donc, bon, à l'époque, je sais même pas s'ils se connaissent à l'époque, mais en tout cas, aujourd'hui, nous sommes donc maintenant tous apparentés. Mais à l'époque, donc on a tous 18 ans, eux me disent que non, ils sont allés à la Galerie Louise parce que, on est en train d'acheter des vêtements. Ce soir, on va gagner l'homme le plus beau de l'écume. Okay. Moi, je les regarde vraiment en me disant ridicule. Moi, je suis pas du tout dans ça. Moi, je suis tout le temps habillé hip-hop. Moi, je suis vraiment dans mon rap. Donc, il me dit, mais viens ce soir, tu dois venir. Toi aussi, tu dois participer. J'ai dit, mais non, j'ai pas envie de mettre un costard. Et deux, ça m'intéresse absolument pas de faire des concours de beauté. Non, merci. Et la nana qui organisait, c'était la copine de Saïdi Kikunda. Et qui, pareil, avec qui on a grandi. Et elle me dit, mais non, mais il faut que tu viennes, Nana, je t'inscris. Et moi, je fais, non, franchement, non, merci. Et bon, les gars arrivent à me convaincre, me forcer un peu. Donc, j'y vais un peu... à contre-cœur. Vraiment à contre-cœur, sans aucune conviction. Et donc, eux tous sont là en costard et tout. Et puis, moi, quand j'arrive, j'avais fait un tout petit peu de mannequinat, donc je savais marcher un peu. Et donc, quand j'arrive, toutes les filles commencent à crier. Pourtant, j'étais en jean basket, contrairement à tous les autres qui étaient en costard. Mais toutes les filles commencent à crier parce que, je sais pas, le gars était cool, quoi. Et donc, délibération du jury, Mister Écume des Nuits 1992. Keisha, et là vraiment, et le DJ de la boîte qui m'avait déjà vu rapper à Keene, comme ça, mais je n'avais jamais fait de show devant des gens. C'était donc Cool JP Amouli, qui dit non seulement il est mignon, mais en plus il rappe. Il met l'instru de Naughty by Nature, et puis il me donne le micro. Et là, tu montes dessus. J'ai pas le choix, donc allez, je commence à rapper et tout le monde crie. Et là, tu rappes en français ou en anglais? En anglais. Et là, il y a un Américain qui vient me voir, qui me dit, mais wow, that's amazing. Where are you from? Are you from New York? Are you from Chicago? Where are you from? Je dis, non, moi je suis de Paris. Il fait Paris? Et il me dit, non, écoute, moi, je suis soldat au Shape, mais on a des sessions de freestyle en Allemagne, à Düsseldorf, c'est demain. Viens faire la même chose. Je fais, ok. De Kinshasa à Paris, en passant par Bruxelles, Keisha nous retrace son parcours dans la culture urbaine, mais aussi ses débuts dans le rap. Si vous avez raté cette émission ou si vous l'avez manqué en mode radio, je vous recommande de le réécouter en mode podcast sur les plateformes recommandées. Et je vous prie également de nous suivre sur nos différents comptes des réseaux sociaux. À la présentation, c'était bien moi, Tito Biteketa. On se donne rendez-vous pour la partie 2 de cet épisode avec celui qu'on appelle Keisha. Je vous dis à la prochaine.